Bonjour, donc moi c'est Ferdinand Raffi, je suis analyste ISR chez Axia. Je travaille chez Axia maintenant depuis 5 ans et je m'occupe essentiellement de la recherche sur des sujets qui vont de l'environnement jusque de la gouvernance et aussi du social. Pouvez-vous nous présenter le cabinet Axia? Alors Axia, c'est un cabinet de conseil en finance responsable. Donc concrètement, notre travail, c'est de travailler essentiellement avec des institutionnels et plus précisément avec des associations et des fondations. Et notre travail, c'est de les accompagner au plus près possible pour qu'ils investissent leur argent en fonction de leurs valeurs. Une étude a récemment été publiée sur le greenwashing par l'Autorité européenne des marchés financiers. Tout d'abord, le greenwashing dans la finance, qu'est-ce que c'est? C'est une question assez vaste. On a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet. On s'est rendu compte il y a maintenant quelques années que beaucoup de fonds s'affichaient comme étant responsables dans leur titre. Par exemple, on peut voir Action France responsable. Et on allait regarder à l'intérieur, c'est une étude d'Axia, et on a constaté en fait qu'il y avait encore beaucoup de fonds qui avaient des notes, par exemple, d'ESG, notes ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance, inférieures finalement à l'indice de référence. Donc on se rendait compte que même si c'était affiché comme responsable, on constatait que c'était finalement moins bon que la moyenne du marché. Donc c'est un peu comme ça que nous, on a constaté qu'il y avait du greenwashing dans la finance. Et plus concrètement, c'est vraiment retrouver des valeurs finalement qu'on ne s'attend pas à avoir dans un fonds, on va dire, responsable. Par exemple, si quelqu'un a investi son argent dans un fonds d'énergie verte, par exemple, où il y a écrit planète, des choses comme ça, il ne va pas forcément s'attendre à avoir des énergies fossiles à l'intérieur. Alors qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que ça ne veut pas dire qu'on a le label ISR, qu'on est forcément vert, qu'il n'y aura pas d'énergie fossile. Donc finalement, pour moi, la définition du greenwashing dans la finance, c'est retrouver des valeurs dont on ne s'attend pas et qui peuvent rendre l'investisseur un peu surpris et pas satisfait de finalement dans quoi il investit son argent. Quel est le cadre plus général de l'extra-financier? Alors, le cadre plus général, aujourd'hui, l'extra-financier, comment il fonctionne? Il fonctionne vraiment à travers la notation ESG. La notation ESG, c'est quoi? C'est la notation environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises. Et cette notation ESG, elle est prise vraiment par tous les investisseurs, les asset managers, pour construire leur portefeuille. Enfin, tous ceux qui veulent prendre en compte l'extra-financier dans leur gestion. Et cette notation ESG, elle est réglementée. Aujourd'hui, la loi, par exemple, énergie-climat, demande à toute société de gestion de plus de 500 millions d'euros d'encours de justement publier des indicateurs ESG quand ils sont pertinents. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'on voit bien que ça peut influencer aussi la gestion. Donc là, c'est le cadre plus général. Et après, il y a une autre réglementation, c'est la FZDR qui demande à chaque fonds de se classifier selon un article 6, 8 ou 9. 6, ça veut dire que finalement le fonds ne promeut aucune finalement implication dans l'ESG, ça veut dire qu'ils ne vont pas essayer d'investir selon ces critères-là. L'article 8 va vraiment être finalement une promotion de l'ESG, mais sans plus, c'est-à-dire qu'ils vont investir en faisant attention à l'ESG, en essayant d'éviter finalement d'investir dans des boîtes qui ont des mauvais scores ESG par exemple. Et puis les articles 9, où là c'est vraiment des fonds qui vont se donner des objectifs de développement durable. Et donc là, on va retrouver des fonds qui vont dire, par exemple, mon objectif, c'est sur une période de 5 ans, de réduire l'empreinte carbone de mon fonds, par exemple, de 6% pour être aligné à l'accord de Paris. Donc voilà, ça c'est le cadre général. C'est aujourd'hui, l'extra-financier, vraiment, c'est basé sur la notation ESG. Quelle est la portée de l'ESG aujourd'hui dans les entreprises? Alors, aujourd'hui, l'ESG, on va dire qu'il a une part de plus en plus importante, même s'il a des limites, on y reviendra. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez Axia il y a autour de 5 ans, l'ESG commençait tranquillement. Ceux qui s'intéressaient vraiment à l'ESG, c'était vraiment des pionniers, on va dire. Aujourd'hui, ça devient un peu obligatoire de passer par l'ESG. Même les clients, maintenant, on leur demande de répondre à des questionnaires sur les enjeux ESG. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Donc, la portée, elle est très importante. Et elle va devenir de plus en plus, c'est sûr, hein, les questions de climat, social, de gouvernance ne vont pas se réduire dans les années qui viennent, même vont devenir des vrais risques. Donc je pense que voilà, la portée, elle est importante, même si encore aujourd'hui, selon Axia, encore une fois, cette portée, elle est trop basée sur la notation ESG et peut-être pas assez sur d'autres éléments qui permettraient d'avoir une image un peu plus globale. À la suite de la publication de l'étude de l'Autorité des marchés financiers européens, qui conclut que les controverses de greenwashing n'auraient pas d'impact sur le cours de la bourse,
Vous avez analysé globalement la fabrication de ces scores. Qu'en est-il ressorti? Alors les scores de controverse aujourd'hui, on va dire que c'est une partie de l'ESG. On va donner un score de, voilà, comme je dis, environnement, social, gouvernance, mais on va aussi donner des scores de controverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un score de controverse aujourd'hui? C'est un score qui va souvent de 1 à 5, 1 une controverse faible, 5 une controverse élevée. Qu'est-ce qu'une controverse en fait? C'est les incidences, les événements qui ont pu apparaître sur une entreprise, des incidences négatives, par exemple des cas de corruption, des cas de greenwashing, des cas d'évasion fiscale, des choses comme ça, et qui peuvent avoir une incidence négative sur la connotation que peut avoir cette entreprise. Alors, on peut prendre un exemple assez clair, par exemple Bayer, qui est très impliqué dans le glyphosate, dans les pesticides. Qu'on ait un avis ou non sur cette thématique, il y a une controverse sur cet enjeu-là, et l'investisseur, quand il investit dans cette boîte, il doit être au courant qu'il y a une controverse importante, la plus élevée par exemple, pour l'entreprise Bayer. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, ça c'est le cadre un petit peu de la controverse, et la conclusion de l'étude, c'était vraiment que finalement ces controverses avaient peu d'impact en bourse, et en fait nous on s'est rendu compte que oui, dans certains cas, mais en fait que c'était pas forcément les scores. En effet, les scores de controverse n'ont pas d'impact sur les cours de bourse. Par contre, la controverse, elle, évidemment qu'elle a un impact sur les cours de bourse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a bien vu avec le scandale d'Orpea, on l'a bien vu avec Téléperformance beaucoup plus récemment, où quand il y a eu ces événements assez majeurs qui sont arrivés, et ce qui s'est passé, c'est que les cours de bourse ont vraiment baissé. Donc, les scores de controverse, oui, il y a un impact, mais je pense que le vrai impact sur les cours de bourse, et c'est un peu la conclusion de cette étude, c'est pas les scores de controverse, c'est la controverse elle-même. Donc c'est plutôt l'information sur la controverse qui va mener... Voilà, exactement, c'est vraiment cette information-là. Si on prend un exemple concret, c'est par exemple Total. Total, évidemment, énergie fossile. En soi, l'entreprise Total est une controverse, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais c'est pareil sur Bayer. Et si demain on achète ces entreprises-là, on est au courant qu'il y a une controverse. Mais si demain on annonce que, et ça s'est déjà arrivé l'année dernière par exemple, Total, Greenpeace, l'association a annoncé que Total avait un calcul de son bilan carbone peut-être un peu erroné, et c'était plus autour de 1 milliard de tonnes de CO2 émis que 400 millions de tonnes, il n'y a pas eu d'impact sur le cours de bourse. Parce que cette controverse, en soi, elle était déjà acquise, entre guillemets, que Total, de toute manière, est une entreprise qui émet du CO2, qui en émet beaucoup. Quand on achète Total, on le sait. Par contre, si on regarde une entreprise comme Téléperformance, l'année dernière également, qui était dans beaucoup de fonds ESG, parce qu'elle avait un bon score ESG, elle avait un score de controverse faible. Là, il y a eu une controverse basée sur des questions de modérateurs TikTok. Et là, d'un coup, comme c'était dans tous les fonds ESG, l'impact de bourse, il a été énorme. Donc je pense que voilà, la controverse elle-même, évidemment qu'elle a un impact sur le cours de bourse. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les scores de controverse, comme ils sont déjà donnés, que c'est à l'instant T, en fait, ils vont pas avoir d'impact sur le cours de bourse parce qu'on le sait déjà, en fait. C'est-à-dire que Bayer, on sait qu'ils sont dans le glyphosate. Si demain il y a un scandale sur le glyphosate, Bayer, les gens le savent déjà qu'ils sont dans ce scandale. Peut-on intégrer des scores de controverse dans les fonds d'investissement socialement responsables? Oui, aujourd'hui c'est même utile. Pourquoi? Parce que les scores de controverse, quand même, ont le mérite d'aller analyser avec des algorithmes, des personnes derrière, tous les articles, tous les liens, voilà, les liens avec l'entreprise. Et ça permet déjà d'avoir une bonne base pour se dire, attention, si demain je présente ce fonds à mon client, est-ce que mon client, quand il va voir que il y a par exemple une entreprise qui a une forte controverse, il va avoir une remarque qui peut même à terme l'empêcher d'investir dans le fonds. Donc c'est indispensable à mon avis, de prendre en compte la controverse dans les fonds ISR. Et plus globalement, je peux donner un exemple concret, Ecofi Investissement, qui est assez impliqué dans toutes les questions ESG, a créé lui-même son score de controverse. Alors certaines sociétés de gestion créent eux-mêmes leur score sans passer par des agences. Souvent, c'est celles qui sont évidemment le plus en avance, qui créent leur score. Et Ecofi a le score un peu basique, va de 1 à 5. Donc 1, risque controverse faible, 5, controverse élevée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont prendre 3 critères en compte. Ils vont prendre la gravité de la controverse, la fréquence de la controverse et surtout la réaction de l'entreprise par rapport à cette controverse. La gravité, évidemment, plus on en parle, plus c'est important, voilà, ça va avoir un impact sur le cours de bourse. La fréquence, une controverse qui revient régulièrement, ça va être une controverse qui va être
qui peut vraiment poser question à un client. Donc ça, c'est important. Et aussi la réaction d'une entreprise. Si l'entreprise, par exemple, a une controverse sur une thématique précise et arrête d'investir ou arrête de travailler dans cette point précis, là, pour le coup, l'entreprise va avoir une controverse plus faible parce qu'elle a enlevé cette partie risquée de son portefeuille, de ses investissements. Voilà. Quelles sont les limites? Alors, j'en ai déjà abordé quelques-unes. Je pense que pour nous, la plus importante limite, c'est l'absence de transparence et des opacités des méthodologies. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous demandez à quiconque dans la rue, quiconque dans le milieu financier, comment sont concrètement notées une entreprise sur un score de controverse qui va de 1 à 5. Il ne faut pas savoir vraiment vous répondre. Ils vont vous dire oui, c'est basé sur la gravité, la fréquence, la réaction, mais à quel niveau on passe de 1 à 2, de 3 à 4. Et tout ça, ça peut entraîner des scandales. Par exemple, Orpea, où il y a eu évidemment une controverse pour 2 pour 50 ans, la controverse était seulement de 3 sur 5. Alors ça peut paraître déjà assez élevé, mais à partir de 3 sur 5, les investisseurs ne considèrent pas que ça peut être une entreprise qu'il faut enlever de son portefeuille. C'est la limite commence à 4. Donc à 3, en fait, ça va. Donc là, il y a aussi une limite, c'est-à-dire à quel moment ça devient un peu dangereux et qu'il faut prendre la décision. Il y a aussi des limites au niveau des biais de taille. Évidemment, plus les entreprises vont être grandes, plus elles vont avoir une controverse qui peut avoir on va en parler plus dans les médias, évidemment. Donc ça peut aussi avoir un impact. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte dans les notes de controverse. Est-ce que certaines le prennent en compte? Peut-être pas toutes. Voilà. Il y a aussi des questions de matérialité. La controverse est basée un peu sur des aspects pas matériels. C'est pas matériel, finalement. On a constaté aussi que, par exemple, une entreprise qui aurait plus d'accidents du travail que d'autres, par exemple, qu'une autre, n'aurait pas forcément un score de controverse plus élevé. C'est pas basé sur des choses factuelles, c'est plus basé sur des voilà, que je disais tout à l'heure, des liens dans les médias, des choses qui ressortent. Et structurellement également, c'est aussi une limite, c'est très sectoriel, les notes de controverse. On constate vraiment, et ça c'est aussi ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que certains secteurs vont structurellement avoir moins bon nombre de notes de controverse que d'autres. Évidemment, le secteur de l'alimentation, de la santé, dès qu'il y a un scandale dans l'alimentation, dès qu'il y a un scandale dans la santé, voilà, ça va avoir un impact, et les notes de conserve vont évidemment être un peu plus élevées. Dans d'autres secteurs, dans la technologie, mécaniquement, il y a moins de controverses. Où se situe la frontière entre les scores de controverse et le greenwashing? C'est une question un peu délicate. Je pense qu'aujourd'hui, la controverse liée au greenwashing, elle est pas... Enfin, il y en a une, évidemment, il y a une énorme controverse, mais elle n'est pas prise du tout en compte. Pour moi, par contre, ça va être un vrai enjeu dans les années qui viennent. Parce que beaucoup d'entreprises s'annoncent responsables, alignées sur l'accord de Paris, ont des trajectoires fixes, voilà. Mais on n'a pas encore vu un vrai impact finalement de ce qui arriverait finalement si les entreprises n'étaient pas vraiment alignées sur l'accord de Paris ou ne respectaient pas leur accord. On ne l'a pas vraiment encore vu. Donc je pense qu'aujourd'hui, controverse, greenwashing, il y en a évidemment, mais ça n'a pas d'impact. Par contre, dans quelques années, je pense, comme on a des profit warnings, on aura des carbon warnings quand les entreprises ne seront pas alignées sur leur trajectoire. Donc là, ça va devenir des vraies controverses. Et je pense que là, ça sera anticipable beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les controverses en soi sont difficilement anticipables. Sur le greenwashing, je pense que les analystes, les bons analystes qui pourront vraiment analyser les entreprises et voir si elles sont sur leur trajectoire, si elles n'ont pas du retard, pourront anticiper ces controverses liées au greenwashing et voir les entreprises qui, même si elles annoncent qu'elles sont neutres en carbone, en fait, concrètement, elles ne le sont pas. Et voilà. Et ça pourra créer des vrais impacts sur les... voilà. Faut-il mettre en place des réglementations plus strictes sur le reporting extra-financier pour réduire justement le greenwashing et les controverses? Oui, ça c'est indispensable. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'homogénéité. Ça veut dire que d'une agence de notation à une autre, on va avoir peut-être des critères différents, que ce soit sur l'ESG, sur les controverses. Alors, il y a une réglementation qui arrive, là, c'est la CSRD, qui arrive en Europe, qui va vraiment beaucoup aider, je pense, sur cet aspect-là, parce que toute entreprise va devoir reporter de la même manière leurs impacts en environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ça va permettre, à partir de là, de pouvoir avoir un cadre beaucoup plus clair, et on va pouvoir voir, comme tout le monde sera au même niveau, les entreprises qui dévoilent de manière plus transparente, on peut vraiment les voir en détail, et ça va permettre clairement de réduire, pour moi, ce greenwashing et cette controverse.
Donc oui, je pense que la réglementation est indispensable, c'est ce qui est en train d'être mis en place. Il faut juste bien que ça soit clair pour les entreprises, qu'elles publient toutes de la même manière. Et à partir du moment où on aura vraiment une homogénéité, on pourra vraiment comparer les entreprises entre elles et on verra. C'est mécanique, les entreprises qui seront en retard sur ces enjeux-là et qui pourront à terme être impliquées dans des scandales, par exemple sur l'environnement. Quelle autre solution on pourrait mettre en place? Il y a beaucoup de solutions à mettre en place sur la controverse, mais pour nous, moi je vais en retenir une, c'est le client en fait qui doit décider de qu'est-ce qu'est la controverse. Investir selon ses propres valeurs, dire par exemple que je veux exclure le tabac, l'alcool, les EHPAD, les énergies fossiles, ça c'est finalement la meilleure lutte contre la controverse. À partir du moment où on n'est pas impliqué, on n'investit pas son argent dans des choses qui ne nous conviennent pas personnellement, ben on s'évite de la controverse, déjà par rapport à nous-mêmes. Après évidemment on ne pourra jamais échapper à la controverse, on ne sait pas ce qui peut arriver demain sur une valeur que tout le monde voit comme impact positif, tout le monde investit son argent quand il a une conscience environnementale, on ne pourra pas l'éviter, ça c'est impossible, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on n'est pas à l'intérieur des entreprises. Par contre, déjà investir selon ses valeurs, voilà, en disant moi je ne veux pas mettre mon argent là-dedans, bah déjà, si demain il y a un scandale sur quelque chose comme ça qui ressort encore plus, on sera dit bah, moi au moins j'ai respecté mes valeurs, j'ai pas investi là-dedans et je me sens bien. Donc voilà, pour moi, nous c'est la solution, c'est le client, faire vraiment une politique de l'offre, c'est-à-dire demander au client pour lui qu'est-ce qu'une controverse, et à partir de là dire bon, bah, on ne va pas investir là-dedans parce que pour notre client c'est un sujet. Ce changement, selon vous, il va arriver dans combien de temps? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je pense 5 ans, j'espère. On voit la nouvelle génération qui est clairement, j'ai envie de dire, en train de changer. J'ai beaucoup de connaissances autour de moi. Voilà, ils savent que je travaille dans la finance, qui me demandent régulièrement dans quoi je dois investir pour éviter d'être investi finalement dans des choses qui ne me conviennent pas personnellement. Et je pense que ces gens-là, aujourd'hui, c'est des jeunes, mais dans 5-10 ans, ce sera des vrais investisseurs qui ont un pouvoir, qui ont de l'argent peut-être, et qui voudront investir leur argent. Et si les fonds d'investissement responsables sont encore une fois pas assez en avance sur ces sujets-là, certains vont être sortis de l'équation et ce sera ceux qui sont les plus en avance qui seront mis en avant. Donc moi je pense que dans 5 ans, c'est optimiste peut-être, mais je l'espère, en tout cas on n'a pas vraiment le choix, hein. C'est des enjeux qui sont indispensables. Je pense surtout sur le climat. Le greenwashing est un vrai enjeu. On ne peut pas laisser des entreprises dire des choses qu'elles sont par exemple neutres en carbone, alors que scientifiquement c'est pas possible qu'une entreprise soit neutre en carbone, des choses comme ça par exemple. Aujourd'hui ça n'a pas d'impact, mais dans 5-10 ans, même je dirais plutôt 5 ans, il va y commencer à avoir des vrais changements et je pense que la réglementation doit aussi le faire, hein. C'est pas que le client, c'est pas que le grand public qui peut faire la différence, il faut aussi que les entreprises, les investisseurs, les asset managers fassent de leur côté le travail aussi pour voilà, aller vraiment en analyser les boîtes et pas tout le temps se référer à la notation ESG. Faire leur propre analyse en disant alors oui, la note ESG est bonne, mais est-ce que si on fouille un tout petit peu, c'est vraiment le cas? Parce que quand je vais regarder sur Google, il n'y a vraiment pas du tout de controverse, ou il y en a peut-être une qui est petite pour l'instant, mais qui pourrait devenir grosse. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention dans le futur.